Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz s'apprête ce samedi à débuter un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Nous verrons que les questions sont nombreuses sur le futur mandat présidentiel. J-5 avant l'ouverture du sommet Afrique-États-Unis à Washington, un événement déjà qualifié d'historique par Barack Obama. Avant l'arrivée d'une cinquantaine de chefs d'État participants du continent, la conférence Believe in Africa Day se tiendra ce dimanche en marge du sommet. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons en Éthiopie. Une coopérative locale réunit les artisans du secteur de la chaussure pour les aider à se développer et enrichir une industrie en plein développement. Découverte tout à l'heure. Avant de développer ces titres, sachez qu'au Sénégal, le procès de Karim Wade a repris peu avant 12 h heure locale. Le président de séance avait auparavant suspendu l'audience en exigeant la présence d'un des co-accusés, Bibo Bourgui, malade et hospitalisé selon ses avocats. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais, est donc appelé à nouveau devant la barre, de même que ses présumés complices. Il est accusé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite d'avoir acquis illégalement 117 milliards de francs CFA. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz débute ce samedi un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays après son élection le 21 juin dernier avec près de 82% des voix. Un nouveau mandat que le chef de l'État mauritanien place sous le signe de la solidarité nationale et de la lutte contre la pauvreté. Mais le pays sera-t-il en mesure d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement? Réponse avec notre correspondant Franck Noudefina. L'objectif du millénaire pour le développement consistant à ramener à 25% le taux de pauvreté d'ici 2015 en Afrique sera-t-il atteint en Mauritanie? À la veille du début d'un nouveau mandat de 5 ans pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, cette question se pose. Au sein de la population, l'appréciation des efforts déployés pour lutter contre la pauvreté au cours du dernier quinquennat reste diversifiée. Les réalisations du président Aziz restent en dessous de nos attentes. C'est vrai qu'il a aménagé les bidonvilles et octroyé des terres aux familles pauvres, sans oublier les nombreuses infrastructures, mais le monde rural souffre encore. Le président Aziz s'est bien investi au cours de son premier mandat en permettant aux populations pauvres d'avoir accès aux services de base. C'est sous son mandat que des milliers de jeunes chômeurs ont eu des emplois. Tout ça est à encourager. Les conditions de vie ont été très difficiles pour nous au cours de ce mandat du président Aziz. Il y a eu la hausse des prix de produits de première nécessité et la subvention de ces produits par le gouvernement n'a pas suffi pour nous soulager. Le rapport mondial 2014 sur le développement humain indique que 42,3% de la population mauritanienne vit dans la pauvreté. En 2009, quand le président Mohamed Ould Abdelaziz débutait son premier mandat, ce taux était de 46%. 2015 étant déjà proche, il serait impossible d'atteindre les 25% de taux de pauvreté attendus. Mais beaucoup d'analystes estiment que les efforts déjà déployés par le gouvernement au cours des 5 dernières années devraient être encouragés. La grande réalisation du programme de Mohamed Abdelaziz durant le mandat écoulé, c'est certainement la solidarité sociale, c'est-à-dire la subvention des produits alimentaires de première nécessité pour les pauvres. Donc dire que Mohamed Abdelaziz dans le premier mandat a éradiqué la pauvreté, c'est erroné, mais dire que Mohamed Abdelaziz s'est battu contre la pauvreté et a des résultats tangibles, c'est réaliste et ce n'est pas de la propagande. Afin de faire reculer la pauvreté aujourd'hui, l'État mauritanien devrait continuer son investissement dans la mise en place d'infrastructures de base, surtout en milieu rural. Il faudrait également appuyer le développement du secteur privé en subventionnant la création de micro-entreprises pour les plus démunis. En Libye, le nouveau Parlement issu des élections du 25 juin a décidé de se réunir d'urgence ce samedi à Tobrouk, dans l'est du pays. Le Parlement devait initialement prendre ses fonctions le 4 août à Benghazi. Mais au vu de la situation chaotique dans le pays, les parlementaires ont décidé de tenir une réunion d'urgence. Les combats qui font rage depuis plus de 2 semaines, à Tripoli et Benghazi ont semé le doute au sein de la nouvelle Chambre des représentants. En Tunisie, le chef de l'état-major de l'armée de terre, Mohamed Salah Hamdi, a démissionné de son poste, fermement démenti quelques heures auparavant. Cette démission a été confirmée par le ministère de la Défense. Présentée pour des raisons personnelles, la démission a été acceptée. Le chef d'état-major démissionnaire sera remplacé temporairement par son second, selon la proposition du ministre de la Défense, avec l'accord conjoint du président de la République, Monsef Marzouki, et du chef du gouvernement, Mehdi Joma.
Direction Washington où les préparatifs s'intensifient pour le sommet États-Unis-Afrique prévu les 5 et 6 août prochains. Un sommet déjà qualifié d'historique par le président américain Barack Obama. En marge de cet événement se tiendra également la conférence Believe in Africa Day ce dimanche 3 août dans la capitale fédérale américaine. Cette initiative de la diaspora africaine aux États-Unis soutenue par l'Union africaine et Africa 24 sera parrainée par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Explication avec Erika Ouraga. 500 jeunes leaders africains sélectionnés pour un programme de formation à Washington aux États-Unis. Ils ont été reçus par le président américain Barack Obama ce lundi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Washington Fellowship for Young African Leaders lancé en 2010 par le président américain. Ces futurs entrepreneurs sont venus suivre 5 semaines de formation dans des universités américaines. Une rencontre qui a lieu en prélude au sommet Afrique-États-Unis prévu les 5 et 6 août 2014 à Washington. La semaine prochaine aura lieu un événement historique. Il s'agit du sommet Afrique-États-Unis. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participeront à ce sommet. C'est la première fois qu'un président américain organise une telle rencontre avec des chefs d'État africains. Ce rassemblement est l'expression de la nouvelle approche que j'adopte dans mes rapports avec l'Afrique depuis que je suis élu président des États-Unis. La sécurité, la prospérité, la justice que nous recherchons tous à travers le monde ne seront possibles que grâce à une Afrique forte, prospère et indépendante. L'objectif de ce sommet est de renforcer les liens de coopération entre l'Afrique et les États-Unis, une rencontre qui pourrait également mettre en évidence l'engagement des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité en Afrique. Le sommet de la semaine prochaine portera sur la construction d'un nouveau modèle de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal qui met l'accent sur notre capacité à développer les opportunités et renforcer la démocratie et promouvoir la sécurité et la paix. Mais cela ne peut être réalisé par le gouvernement seul. Elle exige la participation active des citoyens, surtout des jeunes. Autre événement important en marge de ce sommet, la conférence internationale Believe in Africa Day, prévue le 3 août 2014 au Muséum de Washington, initiée par des dirigeants africains et Africa 24, la chaîne panafricaine partenaire de l'événement. Elle sera parrainée par le président camerounais Paul Biya. Seront débattus à cette conférence les grands enjeux du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Au Tchad, les habitants de Bébé Djia dans le sud peuvent être rassurés. Les analyses sismiques sont négatives, pas de pétrole sur place. La population était opposée à l'arrivée des prospecteurs pétroliers dans leur secteur, furieux contre le projet d'Oba dont ils n'avaient touché aucun bénéfice. La population de Bébé Djia ne voulait pas voir de nouveaux champs pétrolifères fleurir chez eux. En Éthiopie, une coopérative locale réunit les artisans du secteur de la chaussure pour les aider à se développer et à enrichir une industrie en plein développement. Créée en 2005, cette coopérative est déjà à l'origine d'une amélioration du savoir-faire dans la fabrication des chaussures, découverte avec Charles de Jouvenel. En Éthiopie, une coopérative locale rassemble et aide les acteurs de l'industrie de la chaussure. Auparavant, la plupart d'entre eux, petits commerçants isolés, n'étaient pas organisés et n'avaient pas les moyens financiers et logistiques de développer leur entreprise. Ce temps est désormais révolu grâce à l'Ethiopia International Footwear Cluster Cooperative, aussi appelée EIFCOS. La coopérative comporte une formation qui enseigne à ses adhérents les techniques de base, mais aussi des techniques plus spécifiques adaptées à des modèles particuliers. What we have is all the value chain actors are inside EIFCOS. Chez EIFCOS, nous avons tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la conception au petit magasin de détail. Nous coordonnons toutes ces personnes, chacun se spécialise dans un domaine particulier. Plus encore que la formation, la coopérative offre un cadre de travail privilégié aux artisans et l'opportunité pour ses membres d'échanger au quotidien. Ainsi, l'échange des idées est facilité par l'interaction constante entre les adhérents et chacun participe à la planification des tâches afin d'accroître l'efficacité de la chaîne de production. Ces éléments mis bout à bout sont en passe de révolutionner une industrie qui, si elle a toujours existé en Éthiopie, connaît depuis peu une montée en gamme remarquée. L'industrie de la chaussure s'améliore de jour en jour. Vous pouvez maintenant facilement trouver des chaussures de bonne qualité. Maintenant, j'en achète pour mes costumes et je remarque qu'elles ne sont pas de moins bonne qualité que celles qu'on importe de l'étranger. Je note une vraie amélioration.
Une amélioration dont les temps forts restent à venir. En effet, EFCOS produit actuellement jusqu'à 12 500 paires de chaussures par jour et a ouvert son premier magasin de détail à Addis Abeba. Un premier pas seulement, puisque la coopérative compte ouvrir 100 magasins en Éthiopie d'ici 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.